Merci beaucoup, Madame la Présidente. D'abord, je voudrais remercier cette invitation des organisateurs de la FEMO, de la Fondation d'études pour le Moyen-Orient et de la CURAP, du Centre universitaire de recherche pour l'action publique et la politique. Et bien, je vais vous parler les conflits au Moyen-Orient et du rôle que la République islamique de l'Iran joue dans cette conflit. Je crois que nous serons tous d'accord que l'adoption d'une politique appropriée en Syrie et en Irak pour combattre le terrorisme de l'État islamique, du Daesh, est un défi que pour l'Europe est un défi crucial. Et aussi que pour mener ce combat d'une manière efficace, il faut comprendre le fondement idéologique et théorique de l'intégrisme islamique, parce que ça c'est la force de pensée qui est dans le soutien à ce type de terrorisme. On voit qu'il y a une campagne très forte contre les communautés musulmanes en Europe, parallèlement à la montée d'une extrême droite qui cherche à tirer profit de cette situation, un profit électoral et politique. Et il faut faire attention à ça, parce que ça, c'est exactement ce que Daesh cherche pour que les sentiments anti-musulmans contribuent à créer un climat propice pour obtenir de nouvelles recrues et envoyer un plus grand nombre de jeunes musulmans depuis l'Europe à la Syrie. Les pays du Moyen-Orient sont fortement affectés par la guerre en Syrie et ils sont naturellement inquiets de voir la crise continue en Syrie déborder sur leur territoire, ce qui provoquerait de nouvelles turbulences et d'insécurité. En plus de la menace du terrorisme, la Jordanie, le Liban, la Turquie sont sous la pression montante de millions de personnes qui ont trouvé refuge dans leur pays. Il faut rappeler qu'environ 40% de réfugiés qui ont traversé la Méditerranée pour atteindre l'Europe cette année, 40% sont d'origine syrienne. L'instabilité dans ces pays a perturbé leurs relations normales avec l'Europe et bien sûr, ça endommage les liens économiques bilatéraux. La Syrie et l'Irak sont actuellement le principal source du flux de réfugiés. Sur 22 millions de Syriens, 8 millions ont été déplacés à l'intérieur de leur pays, tandis que 4 millions autres vivent dans des conditions effrayantes dans les camps de réfugiés au Liban, en Syrie, en Jordanie et en Turquie. Les interventions militaires russes et iraniennes en Syrie ont aidé et soutenu Bachar Assad tout en décevant les gens des côtés de la frontière turco-syrienne en attente depuis longtemps de la fin de la guerre pour rentrer chez eux. Les camps de réfugiés ont été brutalement attaqués par ces deux pays et l'armée syrienne
largues de barils bourrés d'explosifs, forçant le migrant syrien à demander la résidence permanente dans les pays européens qui acceptent de réfugiés. Afin d'avoir une idée du niveau d'implication du régime iranien dans la guerre, il est intéressant de noter qu'aujourd'hui, environ 70 000 soldats sont en Syrie, commandés directement ou indirectement et financés par les mollahs iraniens. Depuis la guerre a commencé, il y a 5 ans, le régime iranien a dépensé 100 milliards de dollars en salaires, armes, équipements pour les forces qui soutiennent Assad contre l'opposition démocratique et aussi contre Al-Qaïda et l'État islamique. Si vous voyez dans cette slide au général Soleimani, de forces de garde révolutionnaire iranien, avec M. Poutine, parce qu'il y a vraiment une collaboration très étroite entre la République islamique de l'Iran et la Russie dans les conflits syriens. Si on voit la prochaine, vous voyez ici le général Soleimani en fait un discours aux troupes. Ici, vous voyez M. Poutine avec le leader suprême de l'Iran. Dans la prochaine, la même chose. Le leader suprême de l'Iran, Khamenei, avec Assad, le président de la Syrie. Ça, c'est le plan, la division du territoire syrien dans de différentes régions militaires. Cette division a été faite par l'armée iranienne. Ici, vous avez la composition de forces. Il y a de gardes révolutionnaires, il y a l'armée régulière iranienne et il y a de différents milicias de différentes origines, tous sous le contrôle de l'Iran. En total, comme je vous ai dit, 70 000 soldats qui sont sur commandement direct ou indirect de l'Iran. Si on voit la prochaine, ici, vous voyez le responsable militaire, le plus haut responsable militaire iranien en Syrie. La prochaine, c'est le 3e. Si on continue, la prochaine, next slide. Vous voyez ici, permettez-moi parce que ici vous voyez les salaires qu'on paye, que l'Iran paye aux mercenaires et les agents en Syrie chaque mois. Dans le cours de l'année, c'est de l'ordre de 1000 millions de dollars. La prochaine, vous voyez ici le mort dans la guerre en Syrie de forces iraniennes. Comme vous voyez, sont plusieurs milliers. Si on continue, ça c'est intéressant parce que le niveau de compromis et d'effort de l'Iran dans la guerre en Syrie, maintenant, est de telle importance qu'il y a de l'ordre entre brigadier général et colonel, il y a des dizaines de commandements militaires qui ont été tués, qui sont morts dans la guerre en Syrie. Si vous passez rapidement les différents slides, la prochaine, vous pouvez passer. Tout ça sont des brigadiers généraux qui ont été tués en Iran, des Iraniens, et aussi des colonels. Vous avez là tout avec son nom et son prénom et son nom.
Tout ça, c'est pour vous dire que vraiment l'effort et le compromis de l'Iran à la guerre en Syrie maintenant est de tel niveau qu'on peut dire que l'effort iranien est encore plus important que l'effort de le régime d'Assad lui-même. Parce que l'armée d'Assad a peut-être 50 000 soldats et l'Iran, entre forces régulières, gardes révolutionnaires et militia, a 70 000. La question urgente pour l'Union européenne est maintenant ce que devrait être la politique de l'Europe pour assurer la sécurité de son peuple comme la priorité numéro un. Cette politique appelle sans doute le rétablissement de la paix et de la démocratie en Syrie et au Moyen-Orient. Nous avons besoin d'une meilleure compréhension de l'idéologie de Daesh et de l'extrémisme islamique en général. La grande majorité de 1,7 milliard de musulmans dans le monde sont sunnites. 15% sont des chiites. Jusqu'aux années 1970, il n'y avait pas de pensée codifiée ou structurée dans le monde musulman qui tolérait des actes de génocide ou l'assassinat en masse des musulmans modérés et des chrétiens au nom de Dieu et de l'islam. Non plus, il y avait le rejet des frontières nationales et la création d'un gouvernement totalitaire présenté comme un califat islamique. Il y avait bien sûr du terrorisme avant 1979 en Palestine, en Égypte, dans d'autres pays arabes, mais c'était un terrorisme fondé sur des considérations politiques et non sur un concept de religion assoiffé de sang et fanatique. C'est un phénomène nouveau. Et ce phénomène, il est né quand le ayatollah Khomeini est monté au pouvoir en Iran de la même manière, si vous me permettez cette analogie, que le communisme est né quand Karl Marx a publié son manifeste en 1848. En 1979, avec la création d'un État islamique fondamentaliste en Iran, après la révolution anti-monarchique, l'ayatollah Khomeini a fourni un modèle d'inspiration pour les groupes extrémistes partout, pour chercher à prendre le pouvoir. Il a également conçu et promu une nouvelle très dangereuse idéologie, l'extrémisme au nom de l'islam. Cette idéologie extrémiste, intégriste, comprend à la fois deux variants, chiites et sunnites. En d'autres termes, en dépit de leurs différences, les hostilités occasionnelles, les extrémistes, les intégristes chiites et sunnites adhèrent à la même idéologie. Une idéologie sous-jacente dans les éléments les plus fondamentaux de leurs croyances et leur comportement. Les principaux piliers de cette idéologie sont l'application violente des lois de la charia, l'établissement d'une tyrannie monstrueuse au nom du gouvernement de Dieu, épousant un califat islamique universel, la répression des femmes, la violation des droits fondamentaux de l'homme et la répression des opposants à la charia. L'émergence de Daesh aurait été impossible en Syrie comme en Irak, aurait été impossible si le terrain et les motifs n'avaient pas été préparés par l'invasion américaine de l'Irak, qui a détruit les infrastructures existantes du pays. Elle a été également facilitée par le soutien au gouvernement de Nouri al-Maliki, qui était un gouvernement sectaire en Irak, et aussi par la massacre qu'a commis Bachar Assad contre son propre peuple.
Daesh a été en effet une réaction extrémiste, violente, criminelle à l'invasion. Daesh a habilement exploité la colère légitime et la frustration des sunnites vis-à-vis des politiques sectaires du gouvernement irakien précédent et a pu ainsi se développer en Irak. Il n'est pas sans raison que les principaux dirigeants de Daesh sont d'origine irakienne. En poursuivant une politique sectaire, Maliki a pratiquement poussé les sunnites irakiens vers Daesh, comme la seule alternative contre les milices chiites extrémistes. La répression sanglante des sunnites en Syrie par Assad a également contribué pour sa part à l'extension de ce mouvement. Assad, d'une manière délibérée, a laissé Daesh s'installer dans les régions riches en pétrole de la Syrie. Il a même libéré des centaines de prisonniers pour qu'ils puissent rejoindre Daesh et renforcer cette organisation. Assad a concentré ses bombardements aériens sur l'opposition modérée de l'armée syrienne libre, en contribuant ainsi à renforcer Daesh et augmenter ses capacités pour pouvoir l'utiliser contre ses adversaires modérés. Daesh a progressé sous les auspices du régime d'Assad. On peut dire que Daesh a une relation symbiotique avec le régime d'Assad, ce qui signifie que malgré leurs différences et leurs confrontations, les deux ont des intérêts vitaux dans son existence mutuelle. Assad a créé une situation où la communauté internationale est obligée de choisir entre Assad et Daesh. Et il y a beaucoup de preuves qui montrent cette relation. Par exemple, tandis que Assad laisse tomber massivement des bombes sur Alep, la capitale du soi-disant califat islamique, Raqqa, n'a jamais été frappée par l'aviation d'Assad pendant des semaines consécutives. En Irak, malgré les efforts de l'Iran pour se présenter comme un allié de l'Occident dans la lutte contre Daesh, les deux partis ne font pratiquement que tolérer les uns aux autres. Les milices chiites pro-iraniennes ont été occupées plutôt à nettoyer les sunnites et à détruire les forces modérées et nationales de l'Irak. Les communautés non sunnites de l'Irak ont la même peur de Daesh que de ces milices chiites pro-iraniennes par les actions menées par ces organisations dans les zones libérées comme Ramadi ou Fallujah, où de véritables massacres ont été commis par les alliés iraniens et son sectarisme religieux et politique. Nous voyons dans ce jour, dans les médias, les rapports qui indiquent que les habitants de Mossoul ont peur de milices chiites qui participent dans la libération de la ville. Les gouvernements occidentaux ont omis d'adopter une politique décisive contre Assad, laissant pratiquement ses adversaires modérés, l'opposition modérée, toute seule face aux attaques simultanées par Daesh, Assad et la Russie. Pourtant, la question importante, c'est comment faire face à Daesh et éliminer l'épicentre des attaques terroristes contre l'Europe. La première option, c'est bien sûr le statu quo. Adopter des mesures de sécurité en Europe, notamment en France et en Belgique, intensifier les frappes aériennes contre Daesh et tolérer Assad. Étant donné le grand nombre de djihadistes non européens, les cellules clandestines et de nombreux complots terroristes qui ont été neutralisés récemment, ça nous montre que cette option n'est pas une option intelligente.
si Assad continue au pouvoir, le problème ne sera pas du tout résolu, parce que la présence d'Assad donnera aux terroristes un dynamisme et de l'inspiration pour réaliser des actes encore plus terribles dans différentes parties du monde, en particulier dans l'Europe. Pourtant, cette option, comme je dis, ce n'est pas une option. La deuxième option, c'est l'élimination de Daesh avec la coopération d'Assad et de l'Iran. Ça, c'est l'option préférée du régime iranien, bien sûr. Le régime d'Assad, cependant, est si faible et endommagé à l'intérieur qu'il a passé le point de non-retour et c'est impossible de le sauver. Si on maintient Assad au pouvoir, ça fournirait le prétexte à l'Iran de poursuivre ses ingérences et ça, à son tour, renforcera l'espace vital pour l'existence du terrorisme intégriste islamique et peut-être pour une certaine résurrection de Daesh. Il est une illusion dangereuse penser que le régime iranien peut être notre allié contre Daesh en Syrie et en Irak. Si Daesh est finalement vaincu avec l'aide des troupes iraniennes et ses milices, le résultat serait un califat chiite du guide suprême du régime iranien qui dominerait toute la région au lieu de califat sunnite de Daesh. Et la question est, qu'est-ce qui est pire, non? Et à la fin, on a une troisième option. C'est de viser à la fois l'élimination de Daesh avec celle d'Assad comme la seule solution réelle. Cette option changera les conditions politiques et militaires en Syrie et privera Daesh de son lieu de reproduction. Ce sera la fin d'une catastrophe de 5 ans qui a laissé plus de 400 000 ou 500 000 victimes et plus de 10 millions de réfugiés sans abri. Ceci va sans aucun doute diminuer d'une grande mesure les raisons d'être du terrorisme. Dans l'étape suivante, il ouvrira la voie à l'armée syrienne libre qui sera rejointe par ses adversaires actuels pour affronter Daesh. Cela arrêtera le flux de réfugiés vers l'Europe et pourra ouvrir la voie à la majorité des réfugiés actuels pour revenir en Syrie. Pourtant, selon cette option, il est nécessaire d'aider l'opposition syrienne car il peut fournir les troupes nécessaires sur le terrain. Une partie essentielle de toute politique efficace sera d'ouvrir la voie à l'opposition syrienne modérée et les sunnites modérés et les tribus en Irak, tout en leur donnant une assistance militaire et politique. Ou du moins, les protéger contre le génocide et la barbarie du régime d'Assad, de Daesh et des milices chiites soutenues par l'Iran. La déclaration d'une zone d'exclusion aérienne est aussi essentielle pour aider efficacement l'opposition démocratique syrienne. Comme je vous ai dit au début de mon exposition, il y a un fondement, une base idéologique à l'intégrisme islamiste, sunnite, chiite. Et ce fondement idéologique, il faut le combattre avec une bataille dans le monde des idées. Ça veut dire qu'il faut soutenir ces mouvements dans le monde qui représentent un islamisme modéré, rationnel, démocratique et défenseur des droits de l'homme. Il y a un exemple, aujourd'hui, ici, évident, c'est le Conseil national de la résistance de l'Iran, présidé par Mariam Rajavi, qui a un programme politique qui est un programme impeccable, démocratie,
égalité hommes-femmes, élections libres, dénucléarisation de l'Iran, abolition de la peine de mort, séparation de la religion et l'État. Notre problème, ce n'est pas l'islam en général. Notre problème, c'est une version intégriste, antidémocratique et fanatique de l'islam. Ça, c'est notre problème. Alors, est-ce qu'il y a un autre islam? Oui, il y a un autre islam. Nous le voyons tous les jours avec nos amis de la résistance iranienne, qui ont un programme pour l'Iran que nous donnerait la solution de tous ces problèmes. Parce que de la même manière que quand le régime soviétique a disparu après la chute du mur de Berlin, tous les régimes communistes du monde ont disparu, ont été isolés et affaiblis. Si un jour on arrive à transformer la République islamique de l'Iran dans une démocratie, tous ces intégrismes, tous ces terrorismes islamiques extrémistes intégristes, d'une manière automatique, sera affaibli ou va disparaître. Ça, c'est pourtant notre programme et il faut que l'Union européenne comprenne vraiment l'origine et les vraies causes du problème de l'intégrisme islamique et du conflit du Moyen-Orient, parce que sans la compréhension des causes, de racines du problème, on n'arrivera jamais à la solution. Merci beaucoup.